Bonsoir à tous et au nom de la présidente de la Bibliothèque nationale de France, Laurence Angèle, je vous souhaite la bienvenue. On est toujours ravis, et quand je dis nous, ou on, c'est la BNF évidemment, d'accueillir cette nouvelle édition, la 12e de Fleurs d'éloquence, concours d'éloquence copié par tout le monde. Enfin, le premier, c'était quand même la conférence du barreau, mais en termes de concours d'éloquence étudiant, je crois que Fleurs d'éloquence se pose bien là, en précurseur. Maintenant, en France et en Navarre, je crois que c'est une obligation pour toutes les facs. Donc, je donne très vite, passer ce bienvenue et cette ouverture protocolaire, je passe la parole à, elles sont dans l'ombre, mais je les discerne, Delphine Chédaleux et Karine Abivin, ça s'appelle un chiasme, qui vont vous en dire un peu plus et qui seront les maîtresses de cérémonie de ce concours, de cette finale du concours, qui je pense, enfin c'est même pas je pense, j'en suis sûr, va tenir toutes ses promesses. Et là, je regarde avec mes yeux de braise et de myope les candidats et on compte sur vous pour nous emporter. Voilà, Delphine, c'est à vous. Merci François. Donc bienvenue à cette finale de Fleurs d'éloquence. Donc je suis Delphine Chédaleux, maîtresse de conférence à l'UTC et je suis responsable avec ma collègue Karine Abivin, maîtresse de conférence à Sorbonne Université, de ce concours d'éloquence. Donc comme François l'a rappelé, c'est la 12e édition du concours Fleurs d'éloquence. Cette année. Et en fait, le concours Fleurs d'éloquence, c'est le concours d'éloquence de l'Alliance Sorbonne Université, donc qui regroupe Sorbonne Université et les partenaires de Sorbonne Université, dont l'Université de technologie de Compiègne. Il est organisé par la Direction des affaires culturelles de Sorbonne Université, que nous voudrions, Karine et moi, remercier très chaleureusement, et en particulier Yann Migoubert et Amandine Lefebvre pour leur travail acharné durant toute cette édition, de la même manière que durant les précédentes. Nous tenons aussi à remercier la BNF. Fleurs d'éloquence a un partenariat avec la BNF, ce qui nous permet d'organiser la finale dans ce bel endroit, cet endroit prestigieux, le grand auditorium de la BNF. Et donc un merci en particulier à François Nida, que nous venons d'entendre et qui vous a accueilli, et puis à toute l'équipe technique qui permet que les choses puissent se faire ce soir. Fleurs d'éloquence est un concours d'éloquence de rhétorique assez spécifique, enfin qui a une spécificité par rapport à d'autres concours, c'est qu'il est accompagné d'une formation accélérée à la rhétorique qui se passe en Sorbonne et à l'UTC. Et cette formation accélérée, donc, qui a lieu tout au long du printemps, permet d'ouvrir le concours en fait à tous les profils d'étudiants et d'étudiantes, et pas seulement des étudiants qui seraient aguerris à la rhétorique. Donc je tiens dans ce cadre à remercier très chaleureusement nos formateurs qui font un travail absolument formidable avec nos étudiants, et je vais les nommer. Donc c'est Guillaume Ouattara, Emmanuel Ostrovski, Joseph Rotner, Édouard Boutet et Lucas Lallemand. Et donc je pense qu'on peut les applaudir chaleureusement. Donc le concours comprend 3 tours. Donc il y a eu un premier tour en mars. Donc il y avait environ une 60aine de candidats et candidates d'inscrites, et les candidats avaient le choix à ce moment-là entre 2 sujets, et ils avaient le choix de la thèse. Les questions posées sont toujours des questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Et donc, le premier tour est un tour assez ouvert. Donc, les candidats ont le choix d'un sujet une dizaine de jours avant le premier tour. Il y a eu ensuite un deuxième tour en avril. Donc là, le sujet et la thèse ont été imposés à chaque candidat. Donc, il ne restait plus que 10 candidats. Et pour ce deuxième tour, les candidats avaient 5 heures de préparation en loge, donc juste avant la représentation.
Et donc au terme de ce deuxième tour, 4 candidates ont été sélectionnées pour cette finale. Et donc elles ont reçu les sujets il y a une dizaine de jours. La thèse leur a été imposée, donc là les sujets et la thèse ont été imposés. Et donc nous nous réjouissons de les entendre ce soir. Et je tiens à les remercier, ainsi que l'ensemble des candidats et des candidates de Fleurs d'Éloquence pour leur participation, parce qu'évidemment, c'est avant tout ces candidats, candidates, des étudiants, étudiantes qui font ça, évidemment, en plus de leur cursus, de leurs cours, de leurs examens, etc. C'est quand même du travail, c'est beaucoup de travail. C'est un concours assez difficile. Et donc, je tiens à remercier l'ensemble des candidats et candidates qui font vivre ce concours en y participant. Donc voilà, merci Alzey. Et je passe la parole à ma collègue Karina. Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à Delphine Chedaleux pour cette présentation. Simplement, en quelques mots, je voulais quand même vous présenter les jurés de ce soir, qui sont en nombre pléthorique ce soir pour vous écouter. Voilà, ils sont enseignantes, chercheuses, avocats, magistrates, chargées de la vie culturelle, donc c'est autrices aussi, ce sont tous et toutes des gens spécialistes de la parole publique, de la culture, et ils ont été aussi certifiés pour leur bienveillance. Donc je pense qu'ils feront très bien le travail de ce soir. Donc nous avons Magali Fougère-Ricot, Ludivine Fustin, Emmanuel Fournier, Luce Albert, Cléo Colomb, Thomas Nicolas, Laure de Préto, Gaël Lejeune et Mathilde Lévesque. Donc merci beaucoup à eux de leur présence ce soir d'ores et déjà. Et voilà, simplement un tout petit mot à nos 4 finalistes de ce soir, puisqu'on a dit depuis tout à l'heure que les concours d'éloquence s'étaient répandus partout, que c'était désormais un peu la norme dans les écoles et les universités. Et en songeant à ce fait, j'ai toujours en mémoire le dialogue des orateurs dont on avait parlé au début de l'année, ce texte du 1er siècle après Jésus-Christ, c'est la minute antiquité de la soirée, où l'auteur fait dire à un de ses personnages que selon lui, sous l'Empire, où le pouvoir est réservé aux mains de quelques-uns, la parole oratoire est morte et il n'y a plus d'éloquence. Et que la seule éloquence possible, c'était sous la République, quelque temps auparavant, là où il y avait la liberté, où il y avait la guerre civile aussi, mais la liberté de parler. Et je ne sais pas s'il faut donner raison à ce personnage du dialogue des orateurs. Est-ce que quand le pouvoir est aux mains de quelques-uns, l'éloquence est morte ? Et donc à cet égard, l'auteur disait que c'est alors que se répandent les concours d'éloquence et que c'est juste des vains jeux de paroles qui n'ont plus la vraie profondeur de l'éloquence publique. Évidemment, ça fait forcément un peu penser à nos temps actuels. Et pour citer un célèbre candidat à l'élection présidentielle, la dernière élection présidentielle, j'aimerais vous dire, à vous les 4 finalistes, faites mieux. Voilà. Sans plus attendre, je rappelle juste le principe peut-être du concours. Les candidates ont là 2 sujets en tout pour ce soir et elles auront chacune une thèse qui leur a été imposée, donc soit oui, soit non. Et je vais appeler sans plus tarder la première finaliste à défendre le point de vue suivant. Peut-on encore aller loin ? Non. Et j'invite Page Magnier-Slimani. J'ai encore la sensation de tes bras autour de moi, l'odeur que tu laissais dans le lit le matin, et c'est beau. C'est beau, et dans ce train qui m'amène à Grenoble, toujours plus vite, la ville où on s'est aimé,
pendant presque 3 ans. Les rails défilent sous mes pas, et je sens de plus en plus proche le parc où on est monté dans un arbre juste pour voir un concert. L'arbre, l'autre, celui qu'on allait voir tous les printemps parce qu'il sentait le miel. Et puis le parvis du théâtre, où on allait à chaque fois pour éviter l'averse. Et c'est beau. C'est beau, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas depuis une pièce de théâtre qu'on est allé voir il y a 1 an et demi de ça. Dedans, une phrase m'a prise et ne m'a plus lâché. L'amour, ça ne suffit pas. Et oui, l'amour, ça ne suffit pas. Alors, je suis parti le plus loin possible. J'ai abandonné tout ce qu'on avait construit. Et même après 3 belles années, c'est toujours possible d'aller loin. Et merde. Et merde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je viens de prouver la thèse adverse. On peut toujours aller loin. Malgré toute la conviction que j'ai et la volonté de vous convaincre que non, c'est impossible d'aller loin, je l'ai fait. Et j'ai détruit tout ce qu'on avait construit sur le passage. Quoique, c'est un putain de privilège de pouvoir aller loin de ces problèmes. Parce que désolé si pour vous, la vie c'est Emily in Paris, mais quand on est 2 étudiantes précaires qui se séparent, un double loyer c'est cher, déménager en période d'examen ou sans une voiture c'est impossible, alors on vit avec son passé, avec ses peurs, avec ses angoisses, avec toutes les erreurs qu'on a faites. Et si jamais on venait à oublier qu'il est impossible d'aller loin, les pleurs de l'autre côté de la cloison, toutes les nuits, suffisent à nous le rappeler. Donc oui, c'est un putain de privilège de pouvoir aller loin. Parce que moi, encore ça ira, prochain semestre, je serai avec des amis en coloc, tout se passera bien. Mais tellement de personnes n'ont pas ce luxe. Que faites-vous des femmes battues, des enfants violentés, des victimes d'inceste, de toute personne précaire qui est dépendante de leur bourreau? Pour ces personnes-là, impossible d'aller loin. Ou alors 6 pieds sous terre, si c'est assez loin pour vous. Parce que si pour vous aller loin, c'est cette fameuse indépendance financière qui vous dirait « tout le monde peut y arriver, tu peux encore saisir ta chance, aller loin et réussir socialement », j'aimerais vous rappeler que dans notre vie, comme dans le Monopoly, on a beau avancer à chaque tour, récupérer un gros chèque à chaque fois qu'on passe sur la case départ, on tourne en rond, on va nulle part. Même Elon Musk, qui a tous ses milliards, j'aimerais vous rappeler 3 minutes qui est son père. Un riche homme d'affaires qui a construit sa fortune sur le fait d'exploiter les autres. Qu'est-ce qu'est Elon Musk? Un riche homme d'affaires qui a construit toute sa fortune sur le fait d'exploiter les autres. Il n'a pas parcouru beaucoup de chemin. Il est resté dans le modèle de papa. Ça s'appelle le déterminisme social. Et si vous me répondez qu'il y a des transfuges de classe et que je raconte n'importe quoi, je vous répondrai que pour ces transfuges de classe, il faut 3 générations. 3 générations pour que leurs enfants soient à l'aise dans les codes sociaux de la classe sociale d'arrivée. Quand on voit que 17% des Louise et 3% des Anissa on la mentionne très bien au bac, on se rend compte qu'il ne revient pas à nous de pouvoir encore aller loin. On n'échappe pas à notre destinée, malheureusement. Et si pour vous, aller loin, vous me dites que ce n'est pas une question sociale, que c'est juste une question de distance, et qu'aujourd'hui, on a le monde à portée de main, on peut aller partout, n'importe quand. Je vous répondrai que loin, ça ne se réfère pas à une distance. Loin, c'est une question de complexité pour accéder à quelque chose. Par exemple, de manière très très simple, quand on est dans notre canapé, l'épicerie à 5 minutes, elle est super loin. Mais un vol jusqu'à New York aujourd'hui, c'est pas si loin que ça. Si on fait un petit peu d'histoire, en 1830, il fallait 2 ans pour envoyer une lettre en Inde. En 1850, avec le train, c'est plus que 3 mois. En 1870, avec le télégramme, c'est 5 heures. En 1924, c'est 18 secondes. En fait, avec les changements technologiques qui vont avec notre époque,
Si tout est proche, plus rien n'est loin. C'est donc impossible d'aller loin, de se mettre en ermite, de se couper du monde, quand il est aussi proche de nous. Et encore, là je vous parle d'aller vers le monde, mais on trimballe le monde avec nous aussi. Et je ne vous parle pas de nos téléphones. Là je parle de questions plus métaphysiques. Par exemple, quand on voit quelque chose de beau, quelque chose qui nous marque, quelque chose d'important, qui nous fascine, alors on le prend, on l'observe, un peu de scotch et on l'arbore fièrement, on en reparle tout le temps et ça devient une part de nous. Et si on rencontre quelqu'un d'autre et qu'une part de nous se mélange avec une part de cette autre personne, on échange et on repart avec des souvenirs, des mots, des phrases, des choses qui marquent. En fait, les autres deviennent une part de nous. Alors comment être loin une fois qu'on a été proche ? Parce que toutes ces personnes, on porte en nous tout ce qu'elles ont pu nous apporter. On a beau claquer la porte de chez ses parents, dire qu'on ne veut plus jamais revenir. On parlera toujours avec l'accent. On fera toujours les lacets de la même manière qu'ils nous l'ont enseigné et on se demandera toujours un peu ce qu'ils pensent de nous. C'est impossible de partir loin des autres parce que c'est impossible de partir loin de soi. Et si je me sépare au bout de 3 ans de relation, c'est pas pour tout abandonner, pas pour tout foutre à la poubelle. C'est parce que cette personne, elle fait partie de moi maintenant, dans mes attitudes, dans mes manières de parler, dans ma vision du monde, comme toutes les autres qui ont pu croiser mon chemin. Je pars en voyage avec tout ce qu'elle a pu m'apporter dans les poches. Et partir loin de soi, c'est impossible. Je le sais, j'ai essayé, beaucoup. Ça marche pendant un certain temps, avec un certain degré d'alcoolémie aussi, mais tôt ou tard, on revient à la réalité. On est rattrapé par les angoisses, par les peurs, par tout ce qui nous fait du mal. Parce que si je vous ai parlé du beau qu'on trimballe avec nous partout, on trimballe aussi la douleur. Pensez qu'on pourrait résoudre les problèmes de l'humanité en partant sur Mars, loin de la crise écologique, si oublier que le problème poserait pied sur la planète rouge exactement en même temps que nous. On porte en nous cette humanité destructrice, on porte toutes nos tares, tous nos traumatismes, et c'est OK, parce qu'on ne fera pas autrement. Et puisque je serai coincé pendant toute ma vie avec la personne que je suis, j'ai envie de me regarder avec bienveillance et de me dire, en vrai, je suis pas si mal, enfin ça va. Parce que malgré à quel point j'ai pu me détester, moi je suis la seule personne avec qui je puisse aller danser dans la forêt la nuit sans que personne me juge, aller peindre à pas d'heure et faire des peintures dégueulasses et c'est pas grave, je les juge pas. C'est la seule personne qui peut me regarder pleurer sans me juger, la seule personne qui est là quand je suis mal, quand je suis dans mon lit et que j'ose voir personne. C'est la seule personne qui sera là toujours dans ma vie. Alors, je veux me voir avec ce regard de bienveillance, puisque ce sera impossible et que je ne pourrai jamais aller loin de moi. Je veux me regarder, me sourire et me dire « Enchanté, je m'appelle Page ». Et maintenant, j'invite Marie-Lou Morel-Protin à venir pour nous défendre. Peut-on aller loin ? Oui. L'air épais et moite s'engouffrait dans les ruelles étroites de la ville, tandis que le soleil déclinant embrasait l'horizon d'une teinte rougeâtre. Au milieu de cette atmosphère étouffante, se dressait la silhouette d'un homme. Sa stature altière trahissait une détermination farouche.
Antonin Collins était son nom. Autrefois un homme respecté, à la réussite fulgurante et aux ambitions démesurées. Mais les choix imprudents et les tentations de la vie l'avaient entraîné dans une spirale descendante, le conduisant droit vers les portes de l'enfer. Ce soir-là, elle se dressait devant lui sous la forme imposante des murs de la prison de Saint-John. Antonin s'avança d'un pas hésitant vers l'entrée de la prison. Le grincement sinistre des portes en métal rouillé résonna dans l'air, annonçant son entrée dans un monde à part, un monde de barreaux et de regrets. Ses pas résonnaient sur le sol de béton, accompagnés du bruit régulier des clés qui s'entrechoquaient dans les mains du gardien. Enfin, ils atteignirent une cellule située tout au bout du couloir, une cage étroite aux murs décrépits. Le gardien ouvrit la porte avec un grincement sourd et invita Antonin à entrer. Dans cette cellule confinée, il réalisa que sa vie ne serait plus jamais la même. Mais au plus profond de son être, une lueur d'espoir vacillait encore. Ce ne sont pas des barreaux de fer qui empêcheraient l'âme vagabonde d'Antonin de rêver à d'autres horizons. Il fallait bien plus que 4 murs pour le retenir en cage. Antonin sait pertinemment qu'il peut encore aller loin. Il purgera sa peine et ressortira en homme nouveau. Le monde qui nous entoure regorge encore de possibilités inexplorées, de défis à relever et de barrières à briser. Peu importe l'endroit où l'on se trouve, nous sommes libres d'aller loin dans notre quête de connaissances, dans notre recherche de solutions aux problèmes qui nous affligent quotidiennement. Seul dans sa cellule, Antonin est confiné, obligeant alors son esprit à se retrancher dans le vaste horizon de son imagination, besoin sans doute salvateur. Peut-il encore aller loin ? Pouvons-nous, tous ici présents, encore aller loin ? Vous savez pertinemment que oui. Trop souvent, nous nous laissons emprisonner par les limites que nous nous imposons nous-mêmes. Nous sommes hantés par des doutes, les peurs, les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Évidemment, nous sommes humains. Mais c'est précisément lorsque nous faisons face à ces défis que nous réalisons notre plein potentiel. Observez un instant avec moi les grandes figures qui ont marqué l'histoire. Pensez à ces hommes et ces femmes qui ont repoussé les limites de leur époque, qui ont accompli des prouesses extraordinaires. Ils étaient comme vous et moi, mais ils avaient cette détermination inébranlable à aller plus loin, à se dépasser, à atteindre des sommets insoupçonnés. Bien évidemment, la notion de loin est relative. On pourrait se demander, aller loin certes, mais pour aller où ? Personnellement, de nature assez casanière, pour moi aller loin c'est déjà aller au bout de mon jardin. J'ai du mal ainsi à concevoir que plus de 80% de l'océan reste inexploré, que forêts vierges, grottes ou hautes montagnes, c'est la terre entière que nous pouvons découvrir ou redécouvrir. Alors pourquoi rester dans notre zone de confort ? Pourquoi accepterions-nous les limites étroites que la société ou notre propre mentalité nous impose ? Pour faire une référence très littéraire et citer Shrek, suivons l'âne impatient d'arriver au royaume de fort fort lointain, qui est bien évidemment, comme son nom l'indique, fort fort lointain. Nous avons été dotés d'un esprit ingénieux, d'une créativité débordante, d'une capacité innée à innover et à repousser les frontières. On pourrait légitimement se demander et penser que depuis 4,5 milliards d'années, depuis même l'apparition tout simplement de la vie sur Terre, les limites de l'exploration seraient atteintes. Cependant, ce soir, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre Antonin dans un voyage à travers l'espace infini de l'imagination. Un voyage où les limites n'existent pas, où les frontières sont repoussées et où les horizons sont sans fin. Nous savons tous et toutes qu'il est dans l'essence même de l'homme de vouloir sans cesse aller plus loin. Difficile de se contenter de ce que l'on a. D'après le célèbre anthropologue Lavanda, plus que les autres espèces, l'être humain dépend davantage de l'apprentissage pour survivre. Or, aller plus loin, c'est toujours une source d'apprentissage dans tous les domaines. Ainsi, cette quête perpétuelle serait tout simplement vitale pour l'espèce humaine. Regardez tout autour de vous. Depuis les premières étincelles de la civilisation, nous avons défié les impossibilités, nous avons vaincu les barrières, nous avons prouvé à maintes reprises que notre potentiel semble illimité.
des merveilles de l'architecture antique jusqu'aux prouesses du monde médical d'aujourd'hui, aux prodiges de la science moderne. Nous avons sans cesse repoussé les limites de notre compréhension, de notre créativité. Y aurait-il seulement une fin à cette aventure? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Pensez aux explorateurs courageux qui ont navigué sur des mers inconnues, qui ont atteint de nouveaux continents, qui ont élargi notre vision du monde. Pensez à tous ces scientifiques audacieux qui ont percé les mystères de l'univers, qui ont décrypté le code génétique, qui ont ouvert la voie à des avancées médicales prodigieuses. Pensez aux artistes visionnaires qui ont peint des tableaux captivants et composé des symphonies inoubliables. Chacune de ces réalisations, chacun de ces petits pas en avant a été rendu possible par notre soif de savoir et notre inébranlable volonté d'explorer. Certes, certains pourraient dire que nous avons atteint les limites de notre potentiel, que nous avons épuisé toutes les possibilités. Je le conçois bien. Avec les nouvelles technologies, pas besoin d'aller à Tataouine ou Pétaouchnok pour visiter le monde. Assis derrière son écran, on a accès à la Terre entière, quel que soit notre budget ou notre génération. Ma grand-mère, 83 ans, tente sans cesse de demander à ChatGPT les numéros gagnants du loto. Et mon petit frère, un peu sédentaire et pantouflard, connaît la Chine sur le bout des doigts sans jamais y avoir mis les pieds. Mais je vous le demande, mesdames et messieurs, quand avons-nous jamais accepté le statu quo? N'avez-vous pas envie d'y croire? N'avez-vous pas envie de penser qu'on peut encore aller loin? Mais oui, bien sûr. Il s'agit de vivre ces expériences et non les voir à travers un écran. Il s'agit de prendre des décisions, d'en discuter de vive voix et non sur Google Drive. Tellement de domaines où il y a encore à faire, que ce soit dans l'exploration de l'espace, dans la médecine, les inégalités ou notre développement personnel. Seuls se félicitent d'être arrivés ceux qui se savent incapables d'aller plus loin. Antonin, prisonnier dans sa cellule, ne fait pas partie de ces gens-là. Il sait qu'il est capable de faire mieux, de se dépasser, d'aller de l'avant. Chaque génération a cru avoir atteint ses limites, mais à chaque fois, nous avons prouvé qu'il y avait encore plus à accomplir. Comme dirait Einstein, apprenez les règles du jeu pour vous en servir pour aller plus vite et plus loin. Le jeu, ou l'enjeu ici, mesdames et messieurs, est simple, ne pas se fixer de limites. Peut-on encore aller loin? Très certainement. Le doit-on? C'est une autre question. Par exemple, les progrès dans l'intelligence artificielle sont loin d'être à leur apogée. Mais il est de la responsabilité de tous de respecter l'intimité de chacun, de conserver une part d'humanité afin de ne pas nous laisser gouverner par des machines, parce que oui, cela peut arriver. Ce n'est donc pas parce qu'on le peut qu'on le doit. Mais en tout cas, il y aura toujours des possibilités d'évolution. Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser, pour citer mon autre référence littéraire, Coluche. Alors, mesdames et messieurs, prenez vos rêves dans une main, vos ambitions dans l'autre, et ouvrez vos portes sur le champ des possibles. Que ce soit mentalement comme Antonin ou physiquement, ne vous imposez pas de barrières. Nous pouvons encore aller loin. En matière de distance, l'espèce humaine a prouvé maintes fois que nous étions de vrais marathoniens de l'innovation. Nous avons couru des kilomètres dans les domaines de la science, de la technologie et de la créativité. Bonne nouvelle, nous ne sommes pas encore essoufflés. Nous avons à notre disposition un moteur de motivation sans faille. Nous avons tous débrayé de la routine et enclenché la première de l'audace. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, mettez les gaz de l'ambition et je vous donne rendez-vous loin, très loin, plus loin que l'horizon. Merci. Merci, et on va enchaîner maintenant avec le deuxième sujet de la soirée. Peut-on tuer le débat? Et Sherazade Bengana va nous répondre que oui. Mesdames et messieurs les membres du jury, le public, maman, j'ai une confession à vous faire. Quand j'avais 8 ans, j'étais amoureuse de Nicolas Sarkozy. Ma mère peut témoigner, maman lève la main, vite fait s'il te plaît. Non, pas avec autant d'enthousiasme.
Je voulais me marier avec lui, le porter sur mes épaules, l'accompagner voir Mamie Bettencourt et bien sûr participer à ses petites fraudes fiscales. Ça me passionnait. La politique me passionnait, les débats me passionnaient. Maintenant, je vis une passion plus prononcée pour les ébats. Les temps ont changé. Mesdames et messieurs, ce soir, je ne veux pas débattre. Ce soir, je veux m'imposer. Je prends de la place. Je viens faire état que débattre c'est bas, qu'il faut faire profil bas une omerta quand le débat ne nous concerne pas. Pardon. Je viens faire état que débattre c'est bas et qu'il faut faire profil bas une omerta quand le débat ne nous concerne pas. C'est mieux comme ça? Ce soir, je prends la place. On ne me l'a jamais donnée. Je vous montre que le débat a été tué. Vous me prenez sûrement pour l'une de ces banlieusardes qu'on refourgue dans un concours d'éloquence élitiste où on lui demande si elle est plus thé ou café. Mais moi, je ne suis pas Camilla Jordana, je n'ai pas besoin de blanc pour briller. Toute ma vie, j'ai dû me battre avec mes mots. J'ai grandi là où les tours, sans contours, sans alentours, qui nous broient les os jusqu'au tombeau. Et pendant qu'ils débattent sur si oui ou non il faut donner plus de thunes dans les caisses, je suis dans ma cité, mon cartable, ma tristesse, mon lit superposé, mes grands frères, ma jeunesse. On s'accroche au RER, la vie défile à toute vitesse, courir, grandir. Je me sens libre dans ma détresse. Ils débattent sur nous, mais ça meurt pas en silence, un homme qui se noie. La traversée du miroir, nos sourires, j'étais petite, j'avais peur dans le noir. Nuit blanche, dans le couloir, parce qu'ils ont encore abattu quelqu'un dans le boulevard. Mais ne vous méprenez pas. Je ne suis pas de ceux qui voudraient qu'on le tue, le débat. Je dis juste qu'il est déjà mort. Il est tué à chaque fois qu'il commence. Bah ouais, un débat c'est censé être une discussion, un échange d'idées pour faire progresser sur un thème donné, mais est-ce que vous nous écoutez? Je me présente, je m'appelle Sherazade et non pas Scheherazade comme a renommé Fleur d'éloquence depuis le début du concours. Vous croyez que mon existence n'est pas déjà un débat? Quand je suis arrivée en classe préparatoire dans un lycée prestigieux dont je tairai le nom, Emma, on est grillé. J'assistais à la lecture récréative par ma colocataire de l'Iliade, de Homère, et je m'essayais à des échanges épistolaires de jeunes transfuges à la Romère. Putain, mais je me prenais pour qui, frère? J'ai fait ça avec toutes les filles de la classe. Dans ce lycée, professeur ayant enseigné au Collège de France, bâtiment historique et parc arboré de 15 hectares, j'ai le droit, que dis-je, le privilège d'accéder à des débats sur mon existence. À la rentrée, une fille m'a demandé d'où je venais. Et quand j'ai parlé de ma ville natale, mon cocon, elle m'a tendu le bâton. Ah oui, les voitures brûlées, les arrestations, l'insécurité. Non, je dirais l'enclavement, la ghettoisation, la solidarité. Ah, mais du coup, t'as déjà vu des armes? Ouais, et Booba, c'est mon voisin. Bref. Quelques jours après, ma professeure d'anglais m'a demandé si je parlais français à la maison. C'était un débat ouvert devant toute la classe et la cour de récréation. Gamine de 18 ans, seule arabe, face à 38 blancs, elle a dû penser qu'on parlait musulman. Une autre fois, j'étais assise à la cantine, seule, un bouquin à la main. Non, bon, j'avoue, c'était pas l'Iliade d'Homère, c'était juste mon tel. Et un groupuscule de royalistes. Oui, ils existent toujours. C'est super gênant. Petite bise à Dupont-Aignan. C'est assis à côté de moi. L'un de mes camarades a lancé le débat zémouriste en vogue à ce moment-là. Les Français sont-ils français lorsqu'ils ont un prénom étranger? Je les écoutais, figés, choqués, paralysés. La liste est longue et pourtant, sur le moment, je n'ai su m'exprimer. J'étais une fois de plus terrorisée de me faire, pour eux, questionner, mais dans le fond, agressée. C'était comme me retrouver sur scène et n'avoir rien à dire. Ben, Sherazade, c'est pas très français, t'en penses quoi? C'est ça un débat pour eux? M'humilier publiquement dans cet entre-soi au prénom composé, me faire croire que j'ai le droit à la parole en questionnant mon identité.
Et si j'avais le droit à la parole? Et si je lui avais dit d'aller se faire foutre? J'aurais eu le droit au discours habituel sur le stéréotype de la femme arabe qui crie, qui s'énerve, qui ne sait pas se contenir, qui ne sait pas débattre. Alors oui, je crois que c'est ça un débat pour eux. C'est tuer le débat. Alors ce soir, je prends ce droit qu'on m'a volé. Je fais mon monologue à l'inverse du débat qui vient d'être tué. J'essaye d'apaiser mes plaies, de restaurer cette dualité éclatée. Parce que tu me parles de dualité, je te parle d'unilatéralité hiérarchisée. Tu me parles de femmes qui t'ignorent, je te parle de femmes battues dont on a retrouvé le corps. Tu me parles du festival de Cannes, je te parle de la culture du viol qui en émane. Tu me parles du vol à Monoprix, tu parles de monopole sur le prix. Tu me parles de grands remplacements, je te parle d'un putain d'enclavement. Tu me parles d'égalité des chances, je te parle de ta belle naissance, de ton aisance, de ta complaisance dans un monde régi par les apparences. Tu me parles de contrôle d'identité, de sécurité, je te parle de bavure, de contrôle aux faciès et d'inhumanité. Je te parle de 40 personnes dans le 9-3 qui crèvent à 64 ans, tu me parles du 49-3. Dans le fond, ce discours, il me sert à libérer ma haine. Moi, je suis là pour vous montrer que seuls les actes servent à faire avancer les choses. Pas les cols blancs, costards, cravates qui vont à Nanterre pendant qu'on enterre des jeunes qui subissent. La défense comme lieu de débat, mais qui défend vraiment les gens au plus bas? Vous débattez sur si oui ou non il y a de l'argent pour les banlieues, vous rentrez chez vous 100 mètres carrés, mais trop jussieu. Qui, dans cette salle, peut prétendre que le débat n'est pas mort? Qui peut prétendre qu'ici-bas on peut parler de tout, que la liberté d'expression n'est pas la loi pour débattre avec les fous? Croyez-moi, les amis, plus on débat avec les extrêmes, plus l'on sème des idéologies terrifiantes qui nous sépareront des gens que l'on aime. Alors, si la parole peut me servir ce soir à tuer le débat, Cyril Hanouna, ta gueule. Parce que moi, je voulais simplement que tout soit clair, déranger l'oligarchie, les ministères, cracher la vérité amère de la part de la classe ouvrière, passer mes nerfs à travers quelques vers. Débattre des choses, j'y ai cru, je suis venue, j'ai fait ce que j'ai pu, je vous le jure. J'ai été jusqu'à parler de moi qui d'ordinaire préfère me taire, muette comme un voyou devant le commissaire. Personne ne m'a écouté. Et s'ils pensent que je frappe sans raison, l'histoire m'en donnera elle. À bien observer leur vision, être libre de débattre, c'est choisir soi-même ses chaînes. La peste ou le choléra? Zemmour ou Le Pen? Brigitte Macron ou Carla Bruni Sarkozy? Oh putain, je parle encore de lui. De toute façon, c'était soit le débat qui me tuait, soit moi qui le tuais. Que ces noces funestes furent belles. J'espère au moins qu'il pleuve, qu'on pleure au moins pour quelque chose. Et comme dirait Aya Nakamura, pour ce débat, je crois que j'ai dead ça. Attendez, c'est pas fini. Il suffit pas d'applaudir, s'il vous plaît, c'est une vraie requête. Merci. Peut-on tuer le débat? Non. Frédéric Gauvrit, à vous pour finir. Bienvenue, bienvenue au Congrès international des dictateurs de la conscience. Je suis Frédéric, votre intervenante aujourd'hui. Je me présente rapidement. Profession dictatrice depuis mon plus jeune âge. À l'ordre du jour, je vais vous apprendre à tuer le débat. Excusez-moi, est-ce que je peux recommencer? Pardon, désolée. Oui, pardon, c'est le stress.
Je prends mon texte, ça va être plus simple. Bienvenue, bienvenue au Congrès international des dictateurs de la conscience. Je suis Frédéric, votre intervenante aujourd'hui. Je me présente rapidement, profession dictatrice depuis mon plus jeune âge. À l'ordre du jour, je vais vous apprendre à être une personne respectée, adorée, adulée, à faire en sorte que toute la nation vous embrasse les pieds en criant votre prénom. Le rêve. Je vais vous apprendre à tuer, à trucider, à fusiller toutes les personnes qui ne pensent pas comme vous. Je vais vous apprendre à tuer le débat. Pour cela, il faut définir votre victime, le débat. C'est une discussion plus ou moins animée opposant deux parties. Votre mission, si vous l'acceptez, est de faire en sorte et de tuer l'opposition. Mais attention, pas que dans votre nation, sinon c'est trop simple. Il faut faire en sorte que toute l'humanité soit d'accord avec vous. Il faut qu'au fin fond de la Papouasie, les gens accrochent des photos de vous sur leur porte d'entrée. C'est ce que je vais vous apprendre maintenant, à tuer le débat. Voici mes conseils. Alors, mes conseils, je les ai notés sur la feuille. Je les ai notés. Ah non, j'ai pas noté les conseils. Bah désolée, je pensais que ça allait. En fait, j'ai répété que l'intro. Je pensais que ça allait venir au feeling, mais ça vient pas. Bon, écoutez, je vais pas pouvoir tenir ce rôle plus longtemps. En réalité, je suis pas du tout dictatrice. D'ailleurs, je vais enlever cette veste-là. Moi, je suis juste étudiante à la Sorbonne. Hein. Moi, on m'a appelée à 8h ce matin pour remplacer l'autre Cassos, intervenant russe, qui n'a pas pu venir, je ne sais pas pourquoi. Je ne maîtrise pas le sujet. Je ne suis même pas d'accord avec le titre de la conf. Tuer le débat. Mais c'est pas possible de tuer le débat. Tu peux tuer quelqu'un, tu peux tuer un animal, tu peux tuer Delphine, avec qui ton copain t'a trompé 4 fois, mais tu ne peux pas tuer quelque chose qui est immatériel. Puis, vous l'avez senti, c'est ridicule de dire que toute l'humanité puisse être d'accord avec vous. Ça ne marche pas. Hein? Alors, si vous voulez, je sais qu'il y a des gens qui sont venus de loin, ici ce soir, rentrez chez vous, criez « Publicité mensongère, j'ai payé 30 balles le ticket !» Allez-y, mettez-moi une étoile sur Google Avis, mais je ne peux pas vous mentir comme ça. On ne peut pas tuer le débat. Alors, je suppose que si vous êtes ici ce soir au Congrès international des dictateurs de la conscience, c'est que vous avez un rapport plus ou moins amical avec la dictature. Vous me direz, oui, mais Hitler, Staline, ils ont tué le débat. Moi, je vous répondrai, non, pas vraiment. Bien qu'évidemment, penser différemment pouvait emmener à la mort ou encore pire, au goulag, il y avait quand même des gens qui résistaient, qui se disaient, tiens, Hitler, je le sens moyen, qui pensait, qui n'était pas forcément d'accord, même s'il ne le disait pas, parce qu'évidemment, tu pouvais te retrouver, tu pouvais être tué, mais il y avait des gens qui pensaient différemment. Et tant qu'il y a des gens qui pensent différemment, il y a débat. Alors oui, apprentis dictateurs, vous êtes peut-être déçus. Effectivement, même les plus grands ont échoué. Et vous, même si vous essayez, vous allez échouer. Vous savez pourquoi ? Car le débat est inhérent à l'homme. Oui, vous savez, on a constamment des débats, même des petits débats intérieurs. Est-ce que je mets les chaussures
roses ou les chaussures oranges? Est-ce que je lui dis qu'il a un petit bout de salade entre les dents? Non, je lui dis pas. Non, la honte. Si, je lui dis. Non, je lui dis pas. Vous voyez ces petits débats intérieurs? Je suis pas la seule à les avoir, dites-moi. Vous aussi, vous les avez. Bah oui. Eh bien voilà, c'est comme ça qu'est fait notre pensée. Nous avons constamment des débats intérieurs. Moi, je vais vous faire part d'un débat intérieur que j'ai très souvent quand je suis en soirée. Il y a une musique qui a le don de me rendre complètement folle. C'est Bohemian Rhapsody de Queen. Lorsque j'entends les premières notes, « Is this just real life ?» Le petit ange qu'il y a dans ma tête me dit « Frédéric, contrôle-toi, ne te mets pas à danser comme une folle, tu vas te taper la honte comme la dernière fois. » « Is this just fantasy ?» Le petit diable qu'il y a dans ma tête me dit « Danse, danse ! Est-ce que tu sens la musique monter en toi? Danse !» Alors là, dans ma tête, c'est le débat. Dois-je écouter le petit ange ou le petit diable? Dois-je me contrôler ou danser tout ce que je peux? Et quand j'entends ces notes, je sens des frissons m'envahir tout le corps et je ne peux pas m'empêcher de crier « Maman !» Alors très souvent, je fais ça en me roulant par terre et en mimant absolument toutes les paroles. Alors vous me direz, oui, bah, là le débat est mort. C'est le petit diable qui a pris son petit pistolet, qui a tué sur le petit ange. Le débat est mort. Bah non, pas vraiment. Il n'est pas vraiment mort. Parce que à chaque fois que j'entendrai cette musique, eh bien, il y aura le petit ange et le petit diable qui arriveront sur mon ring intérieur, prêts à débattre. Et c'est parti pour le 66e combat opposant le petit ange et le petit diable de Frédéric. Qui va gagner cette fois? Le petit diable a déjà 60 victoires à son actif. Le suspense est à son comble. Ouais, ça m'arrive très souvent. Alors vous allez dire, oui, ça ne te concerne que toi. Mais je ne suis pas sûre. Je pense que vous aussi, vous connaissez très bien ce débat. Vraiment très bien, car nous sommes tous concernés. Vous savez, c'est le débat qui oppose la raison et les pulsions du corps et du cœur. Vous savez, la raison, toujours propre sur elle, toujours à l'heure, chaussures cirées, cheveux coiffés. Le cœur, un peu plus babacool, on est là, je suis libre, je fais ce que je veux. La raison, Frédéric, non, ne regarde pas cette énième vidéo YouTube, tu as tes partiels demain. Le cœur, mais petite vidéo YouTube, ça fait jamais de mal. Et puis le lendemain, évidemment, vous retrouvez sans avoir rien appris à vos partiels. Je ne suis pas la seule. Vous aussi, vous connaissez ce débat. On le connaît tous. Vous savez pourquoi? Parce que tant qu'on aura un cœur pour désirer, un cerveau pour réfléchir et une raison pour faire la morale, le débat ne peut pas mourir. Alors oui, je comprends. C'est fatigant de débattre sur tout et sur rien, c'est fatigant. Au bout d'un moment, il y a des choses qu'on considère comme acquises, des sortes de certitudes, voilà, de règles, des automatismes. Et vous direz, oui, c'est comme ça qu'on tue le débat. Voilà, on établit des règles. Il y a des débats qui sont morts, qui sont enterrés, qu'on ne peut pas ressusciter. Des sortes de certitudes inébranlables. Alors vous me direz peut-être, oui, par exemple, 1 + 1 = 2. Non. J'ai tapé ça sur Internet, et je peux vous dire qu'il y a plein de pages qui disent qu'1 + 1, ça ne fait pas 2. Pareil, vous me direz, tout le monde pense la même chose, tout le monde dit le nazisme c'est mal. Non, il y a encore des putains de néonazismes en liberté qui font ressusciter le débat en posant des fleurs sur la tombe. Je me questionne vraiment. Est-ce qu'il y a une certitude inébranlable? Une chose à laquelle on ne peut pas débattre. Et ne me dites pas que la Terre est ronde, parce qu'il y a encore des platistes aux 4 coins du monde. Du coup, peut-être qu'elle est pas ronde, peut-être qu'elle est carrée. Enfin, après tout, on ne l'a jamais vue en entier. Moi, je dis, il y a encore débat. Je dis ça, je dis rien.
Même le cogito ergo sum de Descartes est débattu. Alors dites-moi, je veux arrêter de débattre, s'il vous plaît. Donnez-moi la vérité. Est-ce que quelqu'un peut me la dire? Est-ce que quelqu'un peut me la dire, la vérité? Personne! Vraiment personne! Personne peut me dire la vérité? C'est effrayant. C'est effrayant, c'est vraiment effrayant. Je vacille, je tourne et je tombe dans ce vide immense qu'est l'humanité. Qu'est-ce que nous connaissons si tout est une question de perception? Quelle vérité est inébranlable et ne peut faire débat? Je ne sais pas, je vis des hauts et des bas, débattre sans arrêt pour atteindre une vérité absolue. Vérité absolue, c'est ce qu'on nous fait croire sans arrêt. Et ça n'existe pas. Nous sommes condamnés à débattre. Chers apprentis dictateurs, vous êtes venus ici ce soir pour que je vous apprenne à tuer le débat. J'espère que vous repartirez en ayant conscience que c'est une tâche impossible. Essayez tant que vous voudrez, vous n'y arriverez pas. La seule dictature qui règne n'est pas la vôtre, mais celle de notre esprit condamné à être libre. Bravo, merci beaucoup à toutes les quatre pour cette très belle soirée que vous nous avez offerte. On va appeler maintenant Guillaume Ouattara, qui est un des anciens vainqueurs de Fleurs d'Éloquence et un des formateurs qui va, pendant que nos jurés vont délibérer, animer un débat au centre du plateau. Voilà, merci beaucoup Guillaume. Et donc on va rappeler nos finalistes sur le plateau pour voilà, vous faire patienter agréablement en attendant les résultats qu'on va vous proclamer dans un quart d'heure environ, je pense, à l'issue de nos délibérations. Donc j'invite aussi le jury à monter sur la scène, s'il vous plaît, et puis je vais vous accompagner là-bas. Merci. Bien, et puis j'invite nos 4 candidates du soir à me rejoindre sur la scène pour cette partie de débat. C'est marrant, alors, car il le disait à l'instant, ça fait la 9e édition de Fleurs d'Éloquence que je viens, et cette année, je me suis dit, mais chouette, innovons, mettons en place un débat, une joute oratoire, on s'est un petit peu formé pour ça, et ça fait, venez, prenez place comme vous voulez, venez, et ça fait 20 minutes que je suis en train de me dire si c'était vraiment une bonne idée de faire un débat comme ça après tout ce qu'on a entendu. Vous avez envie de faire une petite joute oratoire ou pas? Là, je vois un non. Vous avez... Non, voilà. On va faire quelque chose un peu autrement. Je sens que vous en y avez envie. On va revenir sur nos bons fondamentaux qui sont le débrief de tous ces discours. C'est beaucoup plus simple parce que j'ai peur que si on se mette à débattre, il y en a qui partent et puis on a parlé de tuer le débat. J'ai peur que ça soit violent. Alors on va rester dans une forme de douceur. On va rester dans quelque chose de confortable. Voilà. Est-ce que moi-même j'ai peur de ces oratrices? Je pense un petit peu parce qu'elles ont été toutes les 4 exceptionnelles ce soir. Prenez chacune un micro. On va commencer avec toi, Page. On parlait d'un sujet réceptionné il y a 10 jours. C'était le cas ou quand est-ce que tu as reçu le sujet? Quand est-ce que tu as pu commencer un petit peu à te fondre dedans et comment ça fonctionne un peu? Raconte-nous les coulisses. Donc, c'est quel micro qui fonctionne? J'utilise lequel? C'est les deux, on est en Dolby 4.0 là. On a reçu le sujet il y a une dizaine de jours, mais pour toutes et tous, on est en période de cours, pour Frédéric d'examen. Donc globalement c'est chaud de préparer ce genre de choses pendant des examens, pendant des cours, donc j'ai pu m'y mettre personnellement assez tard, genre j'ai eu une première version lundi
Et après, c'est un processus, beaucoup d'aller-retour avec des personnes, leur faire, elles te disent « ça, c'est vraiment de la merde ». Tu fais « ok, t'enlèves ». Elles te disent « ça, par contre, c'est intéressant, développe ». Tu développes et petit à petit, tu essayes de façonner un truc qui plaise à suffisamment de gens pour qu'il n'y ait pas trop de merde dedans et que ça rende à peu près propre. Marie-Lou, aller loin, est-ce que c'est un sujet qui est inspirant ou pas? Comment on réagit? Parce qu'on ne va pas se mentir, quand on reçoit des sujets comme ça, il y a des fois on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont mangé quand ils ont fait ça, pour pas dire un autre mot, parce que je vois qu'il y a des enfants dans la salle. Est-ce que tu t'es dit qu'est-ce qu'ils ont mangé, ou est-ce que tu t'es dit waouh, génial, aller loin, c'est fort? Personnellement, je me suis dit que c'était un sujet déjà un peu plus inspirant que celui que j'avais eu pour la demi-finale, qui était Cogito Ergo Sum. Donc quand j'ai vu le sujet, je me suis dit déjà au moins il est en français. Et après, c'est vrai que spontanément, il n'y a pas forcément des idées qui viennent dès le départ quand on a le sujet. C'est tout un processus de réflexion et de discussion aussi avec les proches. On demande leur avis. On essaye d'écrire une première version du discours. J'ai commencé le week-end dernier personnellement. On se rend compte qu'au final, elle est trop courte, donc on en écrit une deuxième qui est au final trop longue. Et donc c'est pas mal de réécriture au fur et à mesure. Et c'est vrai que le sujet, une fois qu'on a la thèse qu'on doit défendre, on essaye de trouver toujours des arguments qui sont en faveur de cette thèse-là. Et donc après, le processus d'écriture et de son imagination fait effet, quoi. La magie opère. Scheherazade, puisque j'avais reçu le Scheherazade, et je l'ai barré, hein, vraiment, je prends tout le monde à témoin. Alors, juin, quel type de secteur à peu près? On va profiter d'avoir un public. Quel secteur, quelle durée pour le job que tu recherches? Comme ça, la petite annonce va aller plus loin. Trop stylé. Je prends tout, les choses qui payent bien, les choses qui payent pas bien, je prends pas. Ouais, je prends tout, édition, écriture, c'est tout, hein, en vrai. Oui, on prend tout, mais on limite quand même. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de tuer le débat là? Je rigole. En vrai, je prends tout. Si vous avez des propositions, je prends tout pour juin. Payer 2005 par mois, ça me va bien. Avec des primes d'intéressement, ça. Si ça va. Toi, on sent qu'il t'a inspiré ce sujet. Ouais. Non, mais il a résonné en toi. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Comment tu l'as un peu nourri? Au début, pas trop. Enfin, j'avais donné une première version à ma meilleure amie. Elle m'a dit « mais c'est de la merde, meuf, recommence ». J'ai dit « ok, bah elle est là ». Coucou, bah voilà. Mais ouais, peut-on tuer le débat? Ouais, ça m'a inspiré longtemps après, en vrai. Peut-être quelques jours après, où on s'est posé dans son jardin et on a passé l'après-midi dessus. J'ai pas eu le temps de l'apprendre par cœur. Je sais pas trop faire ce genre de choses. Mais non, au début, j'étais pas du tout inspirée, en vrai. Et c'est venu petit à petit. En tout cas, ça. c'était, je le trouve, inspirant. Frédéric, j'ai envie, je sais pas, il y a comme un éléphant dans la pièce, mais moi, vous savez, je mets les pieds dans le plat. C'était préparé, ce petit début, ou c'était vraiment... comment ça s'est fait? Parce que, en fait, au début, je me suis dit, mince, on est en train de vivre un moment de Fleur d'éloquence terrible. Et en fait, c'était trop bien. Ah ouais? Mais vraiment. Et si c'était pas préparé, eh ben c'est du talent qui s'est incarné comme ça. C'était préparé. Eh ben c'était préparé, et c'est ça, c'est le métaverse, on a glissé. Non mais vraiment, ça aurait pu ne pas être préparé, mais moi je l'ai senti préparé et j'ai senti que ça donne de la force au sujet, que ça renforçait vraiment. Alors, est-ce qu'on peut tuer le débat? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce sujet que tu as dû traiter? Est-ce que mon micro marche? Il marche très bien, ouais. Quand je l'ai vu, je me suis dit boring. Vraiment, enfin ça m'a pas inspiré, mais assez rapidement, je me suis dit que c'était cool et j'en ai profité que j'étais en fête de famille pour demander à toute ma famille de me dire leurs idées et on a bien discuté, ça m'a fait réfléchir et après j'ai écrit. Enfin, et contrairement à la demi-finale où j'avais vraiment galéré à trouver un truc, j'ai vraiment trouvé un truc à la dernière heure. Là, j'ai trouvé. Voilà, j'ai écrit. C'est venu naturellement, c'est venu simplement aussi ou difficilement. J'ai une question sur... c'est vrai que le point commun entre vos discours, c'est la dimension éminemment personnelle. Et l'enseignant que je suis est très heureux, puisque la première chose que je dis, moi, quand je forme des élèves à l'éloquence, et j'en ai certains dans la salle, la première chose que je leur dis, c'est mettez de vous, mettez du personnel. Alors là, on a aimé. Page, ça te paraissait indispensable de parler de toi dans le discours, parce que c'est vrai que parfois on peut entendre des discours d'éloquence dans des concours où l'oratrice, l'orateur ne parle absolument pas de ses ressentis, de sa vie, etc. Toi, tu
tu as envisagé à un moment de te dire je vais faire un discours qui soit un peu à la troisième personne, un peu avec de la distance, ou est-ce que tu t'es dit directement c'est un lieu qu'on m'offre, c'est une parole qu'on m'offre, c'est une tribune qu'on m'offre, on est quasiment 2000 dans la salle, donc ouais, j'ai un peu la folie des grandeurs, je vais toujours loin moi. Est-ce que tu t'es dit qu'il fallait que ça soit éminemment personnel? Je sais que il y a des manières très différentes de vivre l'éloquence et personnellement je vis vraiment ça comme de l'art et un besoin d'extérioriser des choses. Il y a 2 ans j'avais fait mon coming out sur scène par exemple et parce que il y a une forme de protection qui est offerte par la scène, par le fait d'être sur un sujet où on peut donner toute sa pensée, le fond de ses tripes et personne ne va nous interrompre, on n'est plus un enfant, on nous écoute tout simplement et pour moi c'est très important. Enfin, je ne verrais pas l'intérêt de faire juste un exercice de rhétorique. J'ai besoin d'exprimer des choses et aussi je parle de moi parce que c'est ce qui est vrai. Si j'allais parler des autres, je ne vais pas aller raconter leur histoire à leur place. Ils et elles le font déjà très bien. Le but c'est de raconter des choses vraies, personnelles mais en même temps universelles. Et si j'arrive à toucher des gens, à faire ressentir des choses, c'est le plus important pour moi. Et c'est très beau. Tu dis, la scène, c'est le lieu où on nous écoute. Sherazade, je vais rebondir par rapport à ton sujet. Et en même temps, pour paraphraser d'autres, et en même temps, c'est peut-être pas, on n'a peut-être pas toujours forcément cette possibilité d'être sur scène, d'être écouté, de parler. Toi, c'était quoi ton rapport à la prise de parole comme ça, public face à un auditoire? Est-ce que c'est une première? Est-ce que tu as déjà eu cette occasion? Et est-ce que ça donne envie de prendre de plus en plus la parole, de s'exprimer de plus en plus et de plus en plus fort? J'ai fait 4 concours d'éloquence dans ma vie. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je n'ai pas de rapport à la scène, ça ne m'angoisse pas tellement. Je crois que c'est l'avant qui m'angoisse le plus. Avant d'y aller, avant d'y être, mais sur scène, j'ai pas trop d'angoisse. Mais au début, ouais, j'en avais. Maintenant, non. C'est comme un vaccin, finalement. À force d'en faire, ça finit par se Exactement. décanter. C'était quoi, toi, Marie-Lou, ton rapport à cet exercice? Puisque c'est un exercice, faut le dire, là, vous les voyez toutes les 4 extrêmement sereines, naturelles. Je peux vous dire que quand on monte pour la première fois sur scène comme ça, il y a un côté très impressionnant. Vous faites tous peur avec vos visages semi-sombres parce qu'on vous voit pas. Je sais pas si on peut les éclairer un petit peu quand même, qu'elles profitent de leur public. Toi, c'était quoi ton rapport, Marie-Lou, à la scène? Est-ce que tu avais déjà eu l'occasion d'en faire avant? Et comment ça s'est passé un peu ce cheminement, Fleur d'Éloquence? Alors, personnellement, j'avais fait un peu de théâtre auparavant, avant le post-bac. Et c'est vrai que ça peut aider, mais ça n'enlève en rien le stress avant de prendre la parole à chaque fois. Je pense que même les plus grands acteurs ont toujours ce stress-là à chaque fois avant de monter sur scène. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a commencé notre discours, à partir du moment où on a dit la première phrase ou même les premiers mots, on est embarqué dans ce qu'on a écrit parce qu'on est convaincu de ce qu'on a écrit, ou du moins on essaye de l'être ou de faire croire qu'on l'est. Et c'est tout un travail d'habitude et de préparation. Et à partir du moment où on a foi, où on est fier de ce qu'on dit ou du message qu'on veut faire passer, après j'ai envie de dire ça va tout seul. Après on est vraiment concentré et en plus on a la lumière dans la tête, donc on ne vous voit pas trop. Ça aide aussi un peu à rester focus justement. Et après en soi c'est vraiment un exercice que j'aime bien. J'aime bien parler. J'aime bien raconter ma vie, j'aime bien parler aux gens et donc personnellement, je le vois plus comme un plaisir et comme un jeu un peu avec le public. Donc moi, j'aime bien ça. Voilà. Et on aime beaucoup t'écouter, et ça fait plaisir. On aime beaucoup vous écouter toutes les 4. Toi, Frédéric, est-ce que tu dirais, puisque c'est un concept que je développe beaucoup, mais peut-être que tu vas me dire qu'il est tout complètement faux, mais je trouve que quand on est sur scène, on est ce jeu qui est ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. On est la même personne, en même temps, on y met un peu plus. C'est un peu ce que tu disais avec cette barrière de la scène. Comment tu te sens, toi, dans le rapport à la scène? Est-ce que quand tu es sur scène, c'est la Frédéric qui est en train de réviser à la BU parce qu'elle passe ses examens? Ou est-ce que, ouais, je sais, on se pose des questions ici, hein. Ou est-ce que c'est une Frédéric qui est un peu différente? Si oui, comment? Alors là, je sais pas, faudrait demander à ma famille, mes amis. Enfin, je sais pas, je pense que je suis un peu comme ça. Non, enfin, je sais pas en fait. Non, j'ai ce côté hyper un peu extraverti, mais je suis pas non plus comme ça au quotidien, quoi. Heureusement. Il y a en tout cas, ça exacerbe peut-être certains. Oui, ça exacerbe des trucs, ouais. Certains traits, certaines formes. Et toi, comment tu l'as envisagé un petit peu? Comment tu t'es préparé? Est-ce que c'était la première fois que tu faisais un exercice du genre? Comment ça s'est passé un peu ta rencontre avec l'éloquence? Effectivement, moi, c'était la toute première fois, j'avais jamais fait.
mais pas trop de théâtre, enfin un peu de théâtre, mais pas beaucoup. Et voilà, quoi, j'y suis allée, j'ai tenté, et voilà. Je me retourne vers toi, Page. Maintenant que tu as vécu cette expérience Fleur d'Éloquence, avec toute la partie formation, avec la partie passage sur scène, pardon, on a des jeunes parmi nous, des moins jeunes aussi. Ça serait quoi les conseils que tu as retenus des formations, que tu as appliqués là-dessus, que tu pourrais donner s'il y avait 2-3 petits tips que tu as utilisés et qui peuvent être ce soir la boîte à outils qu'on va donner aux gens de l'auditoire, ça serait quoi ? Si je devais donner un conseil du haut de ma toute petite expérience, ça serait sentez-vous légitime, parce que on a toutes et tous beaucoup de mal à monter sur scène ou même à prendre de la place en général sur cette terre, particulièrement quand on fait partie de minorité. Et n'oubliez pas que typiquement la plupart des hommes, eux, ils ne sont pas de soucis à prendre la place. Donc prenez les micros qu'on vous tend, prenez les occasions de parler, et votre histoire est intéressante, votre ressenti est pertinent, vous avez des passions, vous avez des choses en vous qui sont incroyables, et on veut les voir, ces choses en vous. Genre, osez parler, osez être vous-même. Sherazade, toi qui as l'expérience de plusieurs concours d'éloquence, tu dirais que c'est quoi le plus dur dans cet exercice-là, qui est un exercice quand même particulier, codifié? On parlait tout à l'heure d'Antiquité, du 1er siècle, etc. Il y a des siècles de pratique. Quand on tape, je pense que tout le monde a déjà fait le test ici, concours d'éloquence sur YouTube, on tombe sur des vidéos d'une éloquence que je qualifie par la grandiloquence, par le verbe, quelque chose d'un peu pompeux parfois. Qu'est-ce qui est le plus difficile, tu penses, dans cet exercice ? Je pense que c'est quand le public est de droite. Je pense qu'il y a... Vraiment, quand le public nous suit, je pense que c'est hyper agréable. On sait ce qu'on dit, on sait à qui on le dit, on sait pourquoi on le dit. Et quand on est face à des gens... voilà... Un public de droite. Ouais. Bon, on va pas faire l'applaudimètre pour savoir qui est de droite, qui est de gauche ce soir, mais... On pourrait. Je te laisse ce soin-là. Marie-Lou, ça t'a donné envie d'explorer d'autres univers rhétoriques. Comment on voit la suite, l'après? Qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on a vécu cette première belle expérience? On est dans le projectif, hein, on se pose beaucoup de questions. C'est pas une expérience qui m'a déplu personnellement, au contraire, de toute manière, je pense que toutes les expériences sont bonnes à prendre. Quoi que vous puissiez en retirer, ce sera que du positif. Et donc je pense que si vous avez l'opportunité de faire des belles choses à côté, donc moi personnellement à côté de mes études, c'est toujours quelque chose en plus, et c'est quelque chose qui va me servir, je pense, même dans mon futur métier ou dans ma future vie personnelle. Apprendre à bien savoir parler, bien se faire comprendre, c'est toujours utile. Et donc je pense, s'il y a d'autres opportunités semblables qui se présentent à moi, toujours essayer de les saisir. Et en tout cas, cette expérience-là, j'ai vraiment bien vécu, vraiment apprécié. Je suis très contente d'avoir été jusque-là. Donc rien que ça, j'en suis fière aujourd'hui. Et vous pouvez toutes les quatre être extrêmement fiers, on peut les applaudir très fort. C'est vrai que ce soir, il y aura une gagnante, c'est le jeu de ces concours, mais je pense que toutes les quatre, vous avez incarné quelque chose. Et Dieu sait que ça fait longtemps que j'écume un peu les couloirs de Fleur d'Éloquence, mais il s'est passé quelque chose ce soir d'un peu différent, je pense, sous le contrôle de mes collègues formateurs, mais j'ai senti une atmosphère très... à la fois très personnelle, en même temps très poétique. C'est des choses qui nous ont fait voyager, qui nous ont emmenés, qui nous ont pris. Toi, Frédéric, quel souvenir tu vas garder de ces... parce que Fleur d'Éloquence, on l'a dit, c'est une espèce d'accélérateur, c'est le micro-ondes de l'éloquence. Vous avez commencé en janvier, on est en mai, la formation a duré à peine 1 mois et demi, 2 mois. Qu'est-ce que tu vas retenir de toute cette aventure sur les sentiers de la parole? Je pense que c'est vraiment la préparation. Enfin, quand on écrit un discours... on est dans pas un état de folie, mais il y a les idées qui viennent, il faut vraiment les attraper, parce que sinon elles vont partir loin et jamais on les aura. Et donc ouais, la préparation, c'est très fun. Quand on a des idées, quand on n'a pas d'idées aussi, on s'arrache les cheveux et on a l'impression qu'on va jamais réussir. Et ouais, j'adore ce moment quand on écrit.
La frénésie de l'écriture, les bouffées de langage, disait Roland Barthes quand il parlait du discours amoureux. Page, toi, comment c'est ton processus un peu créatif d'écriture? Parce que ça, c'est toujours très, très intéressant. Est-ce que déjà, comme tu n'avais pas de feuille, tout était écrit? Est-ce que c'était des petits morceaux, des petits bullet points? Comment tu as travaillé un petit peu cette écriture? Sur le processus, c'est très thérapeutique. C'est-à-dire que je vais souvent chercher sur... D'abord, j'ai le sujet. Il y a des choses qui viennent évidentes, comme toujours, sur tous les sujets. Et je prends ces idées, je les fous à la poubelle, parce que si c'est les premières idées qui viennent, c'est que forcément que c'est les choses auxquelles les gens auront déjà pensé, et que c'est la manière classique de traiter le sujet. Et j'essaie de trouver comment je peux essayer de chercher un axe personnel qui me touche, qui puisse toucher les personnes en face. Et en même temps, c'est une séance chez le psy de mettre mes émotions sur du papier. Et après, en l'occurrence, pour le fait de ne pas avoir de texte, je l'ai révisé dans le train tout à l'heure. Et je connais à peu près ma structure. En l'occurrence, j'ai sauté un argument, mais c'est pas grave. J'avais remarqué qu'il manque. Non, je rigole. Et du coup, ça va surtout être ce truc-là de savoir ce qu'on a envie de raconter, comment le tout s'imbrique. Et après, la phrase près n'est pas importante parce qu'on sait comment se raccrocher aux branches s'il nous manque un truc. Je retiendrai le côté séance sur le psy de l'écriture. La seule différence, c'est que ça ne coûte pas 60 à 80 € à la fin. Merci beaucoup à toutes les quatre. On les applaudit encore très très fort. Merci pour ce beau moment où vous nous avez suivre. Vous avez fait suivre, pardon. Et voilà, c'est assez éloquent. Le débat n'est pas tué. En tout cas, il doit s'arrêter puisque, eh bien, les résultats sont prêts. Merci beaucoup Guillaume Ouattara et les candidats. Je propose qu'avant de proclamer officiellement les résultats, on applaudisse très très fort à nos 4 finalistes pour cet exercice très difficile. Merci. Alors, je vais passer la parole à Ludivine Fustin pour proclamer les résultats. Ludivine est enseignante de français au lycée Rabelais, qui est notre partenaire depuis cette année en fait, à Fleur d'éloquence. Elle a organisé parallèlement à notre premier tour son propre concours d'éloquence avec ses premières et ses terminales. C'est une élève de première magistrale qui a remporté son concours et qui est venue à la demi-finale prononcer un discours d'apparat. Elle est là ce soir d'ailleurs, Cassandra. Et on espère la recruter, je l'ai dit la dernière fois et je le redis encore pour Fleur d'éloquence si elle vient étudier chez nous, petite publicité. Voilà, donc Ludivine a le privilège de proclamer les résultats de ce soir. Alors, je vous remercie de ce privilège. Donc, nous sommes réunis. Nous avons véritablement, on va vous le dire, apprécié évidemment très fortement vos 4 discours, 4 personnalités différentes sur scène qui nous ont offert un très beau moment d'éloquence. Donc, merci à vous, vraiment. Alors, je ne vais pas tarder à dire le prénom de celle qui va remporter cette finale. Elle nous a éblouis. Voilà, elle nous a éblouis. Elle a su à la fois avoir un contenu fort, engagé, intelligent, qui nous a tous émus. Voilà, donc c'est Sherazade. Je peux dire un truc ouais, très rapidement. Merci à tous mes amis qui sont là. Tout le monde, bisous, je vous aime. Bisous maman, je t'aime. Bisous, je vous kiffe. Donc, merci encore à toutes les 4. C'est le moment cadeau. Donc, Sherazade. Donc, des cadeaux qui sont offerts par le service culturel de Sorbonne Université. Donc, Sherazade, pardon. Oui, Sherazade. Sherazade. Voilà. Tu as donc un iPad offert par ici. Et donc, les autres candidates ont des petits goodies, des petits cadeaux. Il y aura une place de concert qui n'est pas là physiquement, mais une place de spectacle, en tout cas, qui n'est pas là physiquement, mais que vous recevrez voilà, de la part de... Rapidement, je reprends la parole pour...
pose par terre. Ok, elle le méritait vraiment. Et le cadeau de la BNF sur les dessins d'architecture on se refait pas, hein, c'est pas Babar découvre l'Amérique, mais c'est voilà, des dessins d'architecture. Merci beaucoup, voilà. c'est génial. Merci. Merci, merci, merci. Voilà, un dernier remerciement à nos partenaires aussi, donc la BNF encore une fois, pour les cadeaux, pour l'accueil, la Banque Populaire Rive de Paris qui offre aussi des cadeaux à tous nos finalistes. Voilà, c'est aussi un pass culturel que vous aurez, plus les places de concert et les catalogues de la BNF que vous aurez aussi. Et un grand merci à Yann Migoubert de la Direction des Affaires Culturelles qui organise en fait ce concours d'éloquence. Merci beaucoup d'être venu. À l'année prochaine.